Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce matin et surtout aussi nombreux pour ce nouveau webinar. Donc je me présente, je suis Valérie Fetti, DGA au sein de l'agence Watt et responsable du pôle Brand Management au sein de l'agence. Alors en introduction, je voudrais rebondir sur le film que vous venez de visionner. D'une, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde en a pris connaissance ou de mon côté, c'était un peu saccadé. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre, mais pour rebondir sur ce film et aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce film résume très bien qui nous sommes, ce en quoi nous croyons au sein de l'agence et ce pourquoi nous œuvrons au quotidien. Donc oui, on croit que la communication aujourd'hui peut être transformative et moteur de changement positif dès lors qu'elle cultive la confiance. Alors évidemment, dans un contexte un peu généralisé de défiance et de bouleversement majeur de nos environnements, on sait que c'est un grand défi. Donc nous sommes plus spécifiquement ensemble ce matin pour évoquer les transformations, voire les mutations du monde professionnel et du marché de l'emploi. Donc au sein de Watt, vous le savez pour la plupart, on a à cœur de vous accompagner pour vous aider à construire des relations durables à la fois avec vos candidats, avec vos collaborateurs. Et donc pour ça, on œuvre à vos côtés à la fois pour construire des marques employeurs qui soient les plus sincères possibles et aussi on œuvre à vos côtés pour mettre en place des dispositifs médias ou hors médias qui soient les plus performants, c'est-à-dire les plus pertinents et les plus efficaces. Donc ce matin, nous avons à mes côtés Géraud, qui est directeur du planning stratégique de l'agence. Nous aurons aussi ensuite Fabienne Arata, qui est directrice générale de LinkedIn France, et Antoine Hervieux, qui est spécialiste de LinkedIn Learning. Et ensemble, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de décrypter et d'analyser ces phénomènes qui, en effet, bouleversent le monde du travail et surtout de décrypter ensemble les opportunités de réinventer le monde de l'entreprise, peut-être. Donc, je vais laisser la parole à Géraud. Vous êtes évidemment habitué, mais vous avez un chat à disposition. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions. On essaiera de les relayer au maximum. Donc, en cours de webinar ou à la fin. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Géraud. Merci Valérie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous. Effectivement, bienvenue. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est ravis également de la présence de LinkedIn avec nous ce matin, qui complète, je pense, plutôt bien l'introduction que je vais porter. J'ai effectivement la lourde tâche d'amorcer cette présentation. Et je préfère vous prévenir, je suis plutôt l'oiseau de mauvais augure, celui qui porte, on va dire, les signaux négatifs. Et je laisserai à LinkedIn plutôt la lumière sur les pistes de solutions. Alors, on va parler effectivement de grandes démissions. On va parler de RH aujourd'hui. Si vous êtes connecté ce matin, c'est que vous avez cliqué sur notre invitation, donc c'est ce que vous attendez. Mais pour aborder ce sujet, on avait à cœur d'abord s'attacher à la question plus macro qui apparaît devant vous, qui est finalement le monde de l'entreprise vit-il une situation inédite? Si l'on s'en tient stricto sensu là aussi à cette approche macro, on peut sans doute répondre de manière assez évidente par l'affirmative. C'est-à-dire que dans l'histoire contemporaine, il y a assez peu de moments où les entreprises ont été sujets à autant de phénomènes bouleversants et traumatisants. Je m'explique. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise doit faire face à une crise sanitaire qui est malheureusement toujours pas terminée, une crise géopolitique avec le conflit russo-ukrainien qui bouleverse beaucoup de choses, une crise climatique qui est de plus en plus pressante, et j'en passe certainement. Et tous ces phénomènes-là ont des incidences sur l'ensemble des ressources de l'entreprise. Aujourd'hui, on peine à sourcer des matières premières à des prix décents. On s'inquiète de l'hiver qui approche et de la pénurie énergétique
qui pointe le bout de son nez. Tous les spécialistes annoncent une récession économique et vous êtes bien placé pour savoir que les budgets des entreprises commencent à être verrouillés avec la crainte de l'avenir. Et on est aussi face à une pénurie humaine, et c'est plutôt sur ce pan-là que nous allons nous épancher ce matin. Déjà parce qu'on est plutôt des experts de la communication corporate et RH, donc c'est là où on est légitime à prendre la parole. Et aussi, puisque comme le précisait Valérie, c'est la conviction de l'agence de se dire aujourd'hui, l'ensemble de ces pénuries sont bien sûr extrêmement stratégiques pour le monde de l'entreprise, mais la pénurie humaine, on est convaincu que c'est finalement le levier qui peut permettre aux entreprises de s'en sortir. Si les acteurs qui arriveront à trouver la clé pour déverrouiller cette pénurie et continuer d'attirer les talents, continuer de fédérer les talents en interne, arriveront forcément à mener à bien les transformations qui contourneront les autres traumatismes, qui contourneront les autres pénuries. Alors, qu'est-ce que l'on entend lorsqu'on parle de pénurie de ressources humaines? C'est un petit peu tous ces buzzwords que vous avez forcément vus si vous avez ouvert un média de la com ou ne serait-ce que votre feed LinkedIn ces dernières semaines, ces derniers mois. On parle de Big Quit, on parle de Quiet Quitting, on parle de quête de sens, de désengagement. On avait à cœur quand même de reprendre chacun de ces phénomènes. Alors, on va pas avoir le temps de tous les passer ce matin, on va passer les principaux, mais pour que vous ayez un panorama assez précis des incidences et du contexte dans lequel évolue cette pénurie de ressources humaines. Pour commencer par le premier, Big Quit, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait peur, qui a fait vibrer les médias. On s'est posé la question si le souffle du Big Quit, qui est un phénomène américain au départ, allait parvenir jusqu'en France, allait souffler l'Europe et la masse d'actifs français. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Le Big Quit aux États-Unis, c'est 38 millions d'Américains qui ont quitté leur emploi en 2021. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 38 millions d'Américains, c'est colossal. Et là où on a eu peur, c'est qu'en France, au premier trimestre 2021, 500 000 personnes ont également démissionné. Au final, sur l'ensemble de l'année, ce n'est que 750 000 personnes. Donc, le phénomène s'est très vite essoufflé. Et c'est pour ça qu'on a crié au Big Quit. On a eu peur finalement que l'ampleur de ce premier trimestre de 2021, que la rapidité des démissions en 2021, au premier trimestre 2021, court sur l'ensemble. Alors, Antoine, est-ce que tu m'entends? Oui. Géraud oui, c'est fini de Virginie aussi. Voilà, et un problème de connexion. Donc, Géraud, pour la petite histoire, est basé dans notre agence de Toulouse. Il semble qu'à Toulouse, Internet ait quelques difficultés. J'espère qu'on va le retrouver assez vite, d'autant plus que c'est lui qui partage. Bonjour Fabienne. Bonjour Valérie. Désolée pour ce petit bug. J'ai bonne espoir que Géraud trouve une alternative de connexion. Alors, pour répondre à la question de Marianne, et Géraud va y répondre justement, puisque c'est en effet ça qui est intéressant, hein. C'est que les chiffres là qu'il vous a partagés sont des chiffres de 2021, et il est en effet intéressant de se mettre en perspective les chiffres de démission sur les années précédentes. Et c'est là où on voit que finalement, le rythme, en tout cas le pourcentage de la population active qui démissionne aujourd'hui est assez conforme aux années précédentes. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais essayer. Ouais, tu es bien. Ah, alors nous avons Adrien qui est à Toulouse et qui
visiblement aussi a des problèmes de connexion. Ah, Géraud. Est-ce que vous me recevez à nouveau? Navré. Nous te recevons. J'ai essayé de combler. Ça n'a pas l'air d'être... Alors, attends. Géraud, tu es haché. Est-ce que tu t'es mis en... Alors, perdu. C'est là où on voit que c'est un métier d'occuper l'antenne quand il y a des problèmes techniques. Est-ce que vous me recevez désormais? Nous te recevons, mais alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit problème de débit. Oui, Antoine. Est-ce que je vais couper ma caméra pour me concentrer sur la voilà. Bon, okay. Je pense que c'est mieux. On n'a plus la présentation à l'écran. Non, je vais la repartager, du coup, tout a sauté. OK. Tu t'es mis en partage de connexion, Géraud? Exactement. Donc, OK. N'hésitez pas à me redire si ça coupe par SMS. Bon, ça a l'air de fonctionner. Entendu. Donc, navré pour cette interruption. Je vous disais que du coup, l'autre data qui nous intéresse particulièrement pour comparer, c'est celle du pourcentage de la population qui a repris un emploi. À l'issue de cette masse massive, cette vague massive de démission, 40% des 38 millions d'Américains qui ont démissionné n'ont pas repris d'emploi. Là où en France, 80% des personnes démissionnaires ont retrouvé un emploi dans les 6 mois qui ont précédé leur démission. Et en fait, ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est de regarder sur les 30 dernières années si ce phénomène-là est inédit, si finalement ce comportement du marché est si différent d'un comportement au cours des autres crises. Et en fait, on se rend compte que non. Quand on regarde, par exemple, la crise de 2008-2009, qui est la précédente grosse crise économique, c'est en fait un comportement, somme toute, assez normal du marché de l'emploi. Je m'explique. Juste avant la chute de Lehman Brothers, qui est ici représenté par mon petit cartouche bleu marine, les marchés financiers étaient extrêmement dynamiques. C'est-à-dire que les entreprises avaient des budgets qui fonctionnaient plutôt bien, donc ça embauchait à tour de bras et ça chassait à tour de bras, donc la masse salariale démissionnait, retrouvait un emploi, et il y a une grande rotation comme ça qui s'effectue. Chute de Lehman Brothers, les marchés financiers se resserrent, les entreprises coupent les budgets, coupent les vannes, et par conséquent, la masse salariale, elle aussi, en proie à des doutes et souhaite rester en sécurité, et du coup s'arrête d'être démissionné. Le marché ensuite oscille de manière assez logique. Et à l'inverse, en 2019, ça a commencé par les confinements, par la crise sanitaire. Donc le marché s'est de suite arrêté. Les personnes restent en poste par recherche de sécurité de l'emploi, tout simplement. Et par contre, les entreprises n'ont plus le budget non plus pour recruter, sont en proie à des doutes sur l'avenir financier. Néanmoins, dès lors qu'on sort de la crise, période d'euphorie financière également, période de croissance folle sur les marchés. Et là, on a à nouveau une très, très forte croissance et une très, très forte pourcentage de démission. Donc, vous voyez que finalement, les niveaux de démission ne sont pas si inédits que ça. Ils étaient même légèrement supérieurs précédant la crise de 2008-2009. Alors, finalement, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas un problème de résolu, ça le déplace. Puisque vous le voyez apparaître sur ce graphe, vous me voyez arriver, ça a une autre incidence sur le marché de l'emploi, qui est que finalement en France, nous n'avons jamais eu ou presque un taux de chômage aussi bas. On est aujourd'hui autour des 7,2% sur l'ensemble de la population. Et là où c'est particulièrement inquiétant, c'est 3,7% de chômage chez la population cadre. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on est au plein emploi chez les cadres. Pour information, on déclare le plein emploi autour de 4-5% dans une économie. Ça veut dire que finalement, il y a très, très peu de chômage. Les gens ne sont que dans une rotation.
Et par conséquent, aujourd'hui, la ressource cadre est extrêmement pénurique. C'est pour ça qu'au terme de grande démission, à l'agence, on préfère le terme de grande rotation. Ce qui effectivement ne fait que déplacer le problème, et c'est sans doute celui que vous vivez quotidiennement dans vos métiers, mais qui est que la difficulté de recrutement aujourd'hui a bondi dans l'ensemble des secteurs d'activité. Quelques chiffres pas inintéressants qui nous proviennent de l'APEC à la rentrée 2022. En 2022, 80% des entreprises planifiaient de recruter au moins un cadre. Et 25% de celles-ci ont renoncé à le faire parce qu'elles n'ont pas trouvé ou parce que la denrée est tellement rare qu'il a fallu augmenter les prévisions de rémunération pour ce poste. Vous avez 47% des entreprises qui ont dû revoir la rémunération à la hausse pour procéder au recrutement. Et donc, vous comprenez assez bien que toutes les entreprises n'ont pas le moyen de le faire. Donc, vous le voyez, avec ce big quit, comme on l'appelle, finalement, le véritable constat, c'est de se dire que si on ne l'avait pas compris, le rapport de force entre les salariés et les entreprises, c'est complètement inversé. Aujourd'hui, c'est le salarié qui est en position de force et qui possède une ressource dont ne dispose plus l'entreprise et qui est donc en mesure de négocier. On voudrait s'intéresser maintenant à un autre phénomène qui a énormément buzzé ces derniers temps, qui occupe aussi une place prépondérante dans les médias économiques, médias de la com et médias même plus généralistes, qui est le désengagement. Qu'en est-il vraiment de ce désengagement? Il y a une étude que l'on aime bien, qui est l'étude Gallup. Gallup, c'est l'institut de référence internationale en la matière, parce qu'il conduit cette étude sur la prise de mesure, la prise de pouls de l'engagement depuis de nombreuses années, donc ce qui lui donne un effet barométrique intéressant. Et en 2021, l'Institut Gallup statue que 7% des salariés français se disent engagés, ce qui en fait les champions du monde, ce qui est très très faible, puisqu'on est à 11% au niveau européen et à 20% au niveau mondial. Donc là, on peut se dire, bon, cata, 7%, c'est rien du tout. Néanmoins, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde dans les années précédentes, en 2017, ce même Institut Gallup, pour la France, on était à 10%. Donc certes, on a perdu 3 points, certes, ça montre une diminution de l'engagement, néanmoins, ce n'est pas un phénomène nouveau. Qui plus est, là où on veut aussi attirer votre attention, c'est de se méfier, on va dire, des chiffres extrêmement lapidaires comme ceci, puisque quand on change d'institut, par exemple Opinionway, on est sur 58% des collaborateurs qui se sentent engagés dans leur travail. Donc on est à 7% qui se disent engagés, 58% qui se sentent engagés. Donc vous voyez, selon les notions, le biais déclaratif n'est pas forcément le même non plus chez les salariés qui répondent à ces études. Et par conséquent, le tableau n'est peut-être pas si noir. Toujours est-il qu'on pressent une tendance de fond qui est que le rapport du salarié à l'entreprise évolue. Aujourd'hui, 80% des salariés français se disent appartenir à une équipe avant d'appartenir à une entreprise. Donc, on commence à pressentir, à poindre ici un signal faible de un véritable changement dans le rapport entre salariés et entreprise. Donc après, voilà, il y a tout un tas d'autres études qui sont sorties. Vous avez très récemment la Fondation Jaurès avec l'IFOP qui parle même d'une épidémie de flemme. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces statistiques. Donc, on les manipule avec précaution. On n'a pas forcément remis beaucoup dans cette présentation, notamment parce qu'il y a beaucoup de corrélations qui sont faites. Justement, cette épidémie de flemme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 37%, et c'est un chiffre qui corrobore du coup, des Français sont moins motivés par leur travail post-crise. Mais ils font aussi le rapprochement avec une envie de rester chez soi, avec des pratiques sociales et sociétales. Voilà, nous, c'est moins notre secteur. On trouve qu'il y a quand même beaucoup de ponts qui sont faits, qui sont peut-être un peu des grands écarts. Donc, on s'en tient vraiment à la relation au monde du travail et aux études référentes, donc Gallup notamment, Opinionway, et celle-ci qui est conduite par l'IFOP également, qui est autour du quiet quitting. Donc, autre terme qui a plutôt éclos là, à cette rentrée 2022, qui stipulait que 37% des Français se disent concernés par le quiet quitting. Quiet quitting, qu'est-ce que c'est? J'imagine que vous l'avez vu passer, mais pour ceux qui n'ont pas forcément pris le temps de se renseigner, c'est une tendance qui veut que, comme vous pouvez voir, une grande partie de la population salariale française s'en tient au strict minimum. On va faire son travail,
on va faire ces heures, mais telles qu'elles sont écrites dans le contrat de travail, et on va faire on ne fera rien de plus. Donc finalement, ça va dans le sens de ce deuxième chiffre qui est de 45% des salariés français ne vont travailler que pour le salaire. Donc on fait en sorte de passer sous les radars, de ne pas se faire repérer pour ne pas se faire licencier, mais on ne va pas s'investir davantage dans le monde de l'entreprise. Et finalement, pour les entreprises, c'est un véritable danger d'avoir cette masse de ressources humaines désengagées, en tout cas pas motivées à 200% sur l'ensemble des projets. Là où c'est inquiétant, et en tout cas là où c'est un signal qui doit, nous, en tant qu'entreprise, en tant que recruteurs, nous inquiéter et nous mener à travailler, c'est que c'est un signal qui grandit sur la population des 25-34 ans. Aujourd'hui, c'est 71% des 25-34 qui ne déclarent n'aller travailler que pour le salaire. Donc au final, on l'a vu, c'est un véritable changement de paradigme dans les relations entre les salariés et les entreprises. D'abord, les salariés sont en sont en position de force, et ensuite, l'ensemble de ces multicrises que je décrivais en préambule ont eu pour conséquence sur leur rapport à l'entreprise de relayer l'entreprise au second plan. Et on le voit bien avec cette étude, là aussi, OpinionWay, qui a un effet barométrique intéressant. En 99, lorsqu'on posait la question aux salariés français, est-ce que l'entreprise est centrale dans votre vie, 70% répondaient oui, là où aujourd'hui, seulement 19% répondent oui. Donc on voit bien que la raison d'être de l'entreprise en elle-même est complètement déportée, puisque finalement, le salarié ne voue plus une vie à son travail, il a d'autres priorités, et on va le voir juste après. Donc on a parlé Big Quit, on a parlé Quiet Quitting, et on voulait quand même aussi vous montrer un aspect, parce qu'il est finalement assez peu traité, celui-ci, dans les médias, et pourtant il a toute son importance, qui est celui de l'évolution de la conjoncture démographique. Comment lire ce tableau que vous voyez juste à côté? Finalement, quand on prend les chiffres de 2019, donc c'est une source INSEE, on n'a pas les chiffres de 2022, mais la tendance est là, vous la voyez assez aisément, je pense. Donc, il ne faut pas lire ce graphe en se disant on meurt beaucoup plus en France. C'est pas du tout la lecture, mais c'est de se dire finalement, la France, entre 2019 et 1964, produit quasiment 2 fois moins d'actifs. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de naissances. Passé le baby-boom, les Français font beaucoup moins d'enfants, tout simplement, et on a tendance à mourir un peu plus jeune. Ça fait quelques années désormais que l'espérance de vie recule, tristement, dans nos pays européens, et finalement, ça a pour incidence de produire une population qui est extrêmement vieillissante, et donc une masse d'actifs qui, elle aussi, vieillit. Donc en clair, si je dois résumer un petit peu tout ce que j'ai raconté ici, la situation, vous le voyez, n'est pas nouvelle. Le Big Quit, on était en 2021, et puis c'est un standard dans les périodes de crise. Le quiet quitting, ou le désengagement, c'est quelque chose qui pointe depuis une trentaine d'années. On le voit effectivement reculer. L'engagement des salariés dans les entreprises, on le voit reculer depuis une trentaine d'années, donc c'est pas non plus nouveau. La conjoncture démographique, on la voit arriver. Néanmoins, ce qui est particulièrement inquiétant pour nos métiers, c'est que tous ces phénomènes convergent et tous ces phénomènes s'accélèrent avec ce contexte extrêmement multicrise que connaît le monde de l'entreprise. Donc voilà, je vous avais prévenu, j'étais plutôt l'oiseau de mauvais augure. D'ailleurs, même Internet a essayé de m'exclure de cette conférence. Maintenant, je vais laisser la parole à Fabienne et Antoine pour la partie plutôt solution. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Géraud, et surtout merci à l'équipe Watt de cette invitation et de l'organisation de cette présentation. Merci également pour notre collaboration de longue date. Alors en ce qui me concerne, je souhaiterais partager 3 convictions qui éclairent de manière positive le panorama que vient de dresser Géraud.
Je me présente, je suis Fabienne Arata et j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant bientôt 6 ans l'ensemble des activités de LinkedIn pour la France. Alors, les 3 convictions positives que je souhaite partager dans ces quelques minutes avec vous sont les suivantes. La première, et vous l'avez probablement vu, nous venons de de franchir une étape importante dans le développement de LinkedIn en France, puisque nous célébrons actuellement les 25 millions de membres présents sur la plateforme qui chaque jour échangent, partagent du contenu et surtout se forment. Et ces 25 millions de membres, c'est un peu plus de 80% de la population active française, dont 78% en dehors de Paris. Environ 5 millions de professionnels qui occupent aujourd'hui un emploi peu ou moyennement qualifié. Et puis, un segment sur la génération Z dont on voit progresser l'engagement beaucoup plus rapidement que l'ensemble du reste des autres membres, puisque l'engagement de la génération Z sur la plateforme, et en particulier en France, est 2,5 fois supérieur à ce qu'il est pour l'ensemble des professionnels. Message positif parce que ce que nous avons constaté depuis la pandémie, c'est que l'ensemble de ces professionnels, non seulement dans le monde, mais aussi et surtout en France, ont pris en main leur destin professionnel et ont décidé de se former. Nous avons vu une croissance exponentielle sur la plateforme de la consommation des contenus de formation. J'imagine qu'Antoine partagera ces chiffres de manière plus précise, mais en tout cas une tendance de fond, puisque vous le savez, en tant que professionnel des sujets RH, très souvent en France, nous avions malheureusement l'habitude d'être plutôt en mode push, en essayant de convaincre les professionnels, les collaborateurs de l'entreprise de se former à tel ou tel sujet. Aujourd'hui, la demande est inversée puisqu'il y a une très forte demande des professionnels envers leur développement de compétences. Ils l'ont bien compris puisque ce qu'on constate également, c'est lorsque, et je pense qu'Antoine partagera également ces chiffres, c'est que lorsqu'ils font figurer un minimum de 10 compétences sur leur profil, ils réduisent de 2 mois leur durée de recherche d'emploi. Ce qu'ils ont compris également, c'est que l'entreprise pouvait leur apporter une offre de formation qui soit complète et qui leur permette des opportunités de développement. Aujourd'hui, un chiffre important, 97% des professionnels attendent que leur manager les encourage à se former, à se développer. Pour autant, un peu plus de 50% d'entre eux, 51% si ma mémoire est bonne, soulignent que c'est effectivement le cas dans leur entreprise. Donc ce delta-là, c'est l'un des enjeux et plutôt également une bonne nouvelle sur l'appétence des professionnels pour se former et se développer. La seconde bonne nouvelle et l'éclairage positif que je souhaitais également partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs, en particulier mis à disposition des membres sur la plateforme, mais mis à disposition également des recruteurs sur LinkedIn, permettent aujourd'hui de travailler des sujets tels que la mobilité interne d'une part et le développement des compétences sur la durée d'autre part. Les données sont également disponibles et vous permettent d'avoir une agilité et de construire les équipes engagées, talentueuses, agiles dont vos entreprises ont besoin. Enfin, la dernière conviction que je souhaitais également partager avec vous, c'est que en tant que professionnel RH, vous avez tous été aux avant-postes d'une crise et d'une situation avec un niveau de complexité sans précédent. Vous avez été en capacité d'accompagner vos entreprises dans cette transformation et nul doute qu'aujourd'hui, vous êtes au centre de la transformation stratégique en termes de talent pour vos entreprises et c'est ce qu'attendent l'ensemble des comités exécutifs. C'est ce qu'ils nous soulignent lorsque nous les interrogeons. Ils attendent de l'ensemble des professionnels RH de pouvoir poursuivre ce développement stratégique et la construction de cette agilité pour vos entreprises. Voilà les 3 éclairages positifs que je souhaitais partager avec vous, ces 3 convictions, et je vais laisser la parole à Antoine pour rentrer un peu plus précisément dans l'ensemble des chiffres, des solutions et des données qui sont aujourd'hui à votre disposition. Je vous remercie et je vous souhaite un très bel échange.
Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de participer à ce webinaire avec vous ce matin. Merci Fabienne pour cette introduction à ce dont on va parler dans le cadre de ce webinaire. Alors, comme Géraud l'a dit, la situation, elle est assez inédite. On a aussi eu une petite perte de temps. Je regarde l'heure quand même en parallèle, donc je vais passer quelques slides plus rapidement, notamment celle-ci sur les données de LinkedIn. Mais globalement, et je rebondis sur ce que disait Fabienne, aujourd'hui, ce dont il faut se rappeler, c'est que chaque jour, les millions de membres qui viennent sur LinkedIn viennent pour 3 raisons principales. La première, c'est pour nouer des liens, développer leur réseau. La deuxième, c'est pour trouver des emplois, des offres. Et la troisième raison, c'est pour acquérir de nouvelles compétences dont ces membres ont besoin pour transformer leur carrière. Alors, Géraud le disait, la situation, elle est inédite. Et savoir exactement où nous en sommes aujourd'hui, eh ben, c'est pas si simple, puisqu'en fait, il y a beaucoup de signaux économiques contradictoires. On a un tableau qui est finalement assez mitigé jusqu'à présent. On a un ralentissement de la croissance, et pour autant, on a un marché du travail qui est toujours tendu. Alors à ça, vous ajoutez un taux de chômage historiquement bas, une inflation record, des taux en hausse, etc., etc. Et donc, on a effectivement un tableau très mitigé. Par contre, on va essayer effectivement d'avoir un message qui est positif. Vous l'avez vu par rapport à la présentation de Géraud précédemment, tout n'est pas si sombre. En fait, le fond de l'économie, il n'est pas nécessairement en train de s'effondrer. Et les récessions font d'ailleurs partie d'un cycle économique normal. Si on considère que l'on est dans une récession, elles arrivent entre tous les 6 à 10 ans et en moyenne, elles ne durent que 9 mois. Alors bien sûr, je dirais ces dernières années, elles ont été toutes sauf normales. Et comme le disait Fabienne, vous vous confrontez à plus en plus d'incertitudes, en tout cas plus d'incertitudes que jamais. Et vous, les professionnels des ressources humaines, vous êtes réellement au centre en fait, de toutes ces incertitudes. Et donc, votre rôle est primordial dans les organisations. Alors, je souhaitais partager avec vous 3 brefs conseils pour vous aider à gérer cette incertitude économique. Premièrement, informez-vous. Et pour cela, utilisez toutes les données dont vous disposez pour prendre les bonnes décisions et des décisions éclairées. Peut-être que LinkedIn en fait partie, les médias peuvent en faire partie, les données qui ont été partagées par Géraud précédemment peuvent en faire partie. En tout cas, elles sont très importantes puisqu'elles permettent de rester informé de l'actualité. La deuxième, c'est de s'adapter. Et ça, c'est ce que vous faites depuis maintenant plusieurs années. Il va falloir continuer à s'adapter rapidement. Et grâce à ces données, ça permet d'anticiper au mieux et puis de s'adapter aux nouvelles mesures, au nouveau fonctionnement du monde du travail. Et enfin, il faut continuer à prendre des décisions. En fait, dans un contexte comme celui-ci, on a généralement tendance à arrêter de prendre des décisions. On a une sorte de paralysie de l'analyse, en fait, qui empêche d'agir. Et ça, c'est vraiment pas, en tout cas selon nous, la bonne chose à faire. Il faut continuer à prendre des décisions. Alors, on va parler un petit peu de recrutement. Si j'arrive à passer les slides. Ouais, c'est bon. On va parler un petit peu de recrutement pour démarrer. Et chez LinkedIn, vous l'avez peut-être déjà entendu, vu sur le réseau directement à travers certains articles, on encourage le marché à adopter une stratégie axée autour des compétences. Et pourquoi on le fait? Parce que cette stratégie, elle fonctionne. Et surtout, elle permet de créer une main-d'œuvre qui est la plus agile possible. Fabienne le disait il y a quelques minutes, lorsqu'on utilise les compétences pour recruter, donc lorsqu'un recruteur utilise les compétences et non pas les diplômes, le poste actuel ou son propre réseau, il est en capacité d'augmenter son vivier de talent, de le multiplier par 10 par rapport justement à cette approche standard. Et nos clients chez LinkedIn, ils utilisent de plus en plus cette approche. D'ailleurs, les données, elles montrent que 40% des recruteurs utilisent les compétences pour identifier les candidats et ça représente une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Alors, les compétences, elles évoluent de plus en plus. Et on va en parler dans le cadre de cette présentation des compétences. Notre CEO récemment chez LinkedIn, Ryan Roslansky, il nous disait « Même si vous ne changez pas d'emploi, votre emploi, il changera pour vous ». Et donc, cette approche, cette stratégie axée autour des compétences, elle a effectivement un intérêt pour les recruteurs, mais il y a aussi un intérêt pour les candidats. Et ça, c'est vraiment ce que Fabienne disait. Alors, je fais un petit peu de répétition et en même temps, ça vous permettra peut-être de mieux le retenir. Mais lorsque les membres sur LinkedIn ajoutent une compétence à leur profil,
eh bien, cela réduit leur période d'inactivité professionnelle, en fait, en moyenne, d'ailleurs, d'après nos statistiques, de 2 mois. Donc, très important pour les membres aussi d'ajouter ces compétences. Ça nous permet aussi, d'ailleurs, au sein de LinkedIn, d'identifier les compétences les plus populaires auprès de nos membres. Et j'en parlerai un peu après sur l'intérêt que ça peut avoir pour LinkedIn. Donc jusqu'à présent, sur ces 2 dernières slides, je vous parlais principalement de recrutement, en tout cas recrutement à l'externe. Mais en fait, depuis quelques mois, surtout, il y a une vraie accélération qui s'est passée. On parle de plus en plus de la mobilité interne, qui s'impose comme une solution en fait, pour l'évolution des organisations, pour faire face à un marché, on l'a vu, du travail qui est extrêmement tendu. La mobilité interne, ça peut concerner les équipes talent acquisition, de recrutement, mais ça peut aussi concerner les sujets d'engagement, les équipes RH, les managers dont parlait Géraud tout à l'heure. Et en fait, nos données, et on va en voir quelques-unes, là vous voyez un premier graphique, elles suggèrent que la mobilité interne, c'est une stratégie de rétention essentielle. Vous voyez sur le graphique, en gros, la différence entre les probabilités qu'un employé reste au sein d'une entreprise lorsqu'il a des opportunités ou lorsqu'il n'en a pas, et ça sur une échelle, dans le cadre de ce graphique, de 3 ans. Donc, l'avancement professionnel, les opportunités de carrière pour les employés, pour les candidats aussi, d'ailleurs, même dans le processus de recrutement, elles sont apparues comme une priorité essentielle. Et donc, ça donne aux entreprises à la fois un avantage pour recruter des talents, mais aussi pour les retenir lorsqu'elles ont une stratégie de mobilité interne. Si cette fois-ci, on va un peu plus dans le détail par industrie. En fait, ce que vous pouvez observer ici, sur ce graphique, c'est la probabilité pour un employé de rester dans une entreprise après 3 ans, et ce par secteur. Ce qu'on observe, c'est que l'industrie des services financiers, elle se classe au premier rang pour la fidélisation des employés grâce à la mobilité interne. L'industrie du retail, par contre, la dernière que vous voyez sur ce graphique, elle fait face à des difficultés à retenir ses employés, que ce soit avec ou sans mobilité interne d'ailleurs. En fait, ce sont les entreprises qui ont le moins de chances de fidéliser leurs employés au bout de 3 ans, même si ces derniers ont fait l'objet d'une mobilité. Maintenant, si on regarde par région, les opportunités de mobilité interne, elles augmentent la fidélisation, la rétention des employés en Australie, au Royaume-Uni et à Singapour. Par contre, l'Inde et le Japon ont un taux de rétention élevé, mais pourtant, les opportunités de mobilité interne, elles ne font pas une grande différence. En tout cas, pas une différence aussi importante qu'en Australie, au Royaume-Uni et à Singapour. Et finalement, le taux de rétention des employés en France, c'est le plus faible. Et donc, ça nous permet à nous d'avoir beaucoup de challenges au sein des professions RH, et donc d'aborder peut-être ce sujet d'une nouvelle manière et de le communiquer davantage au sein de nos organisations. Fabienne vous a partagé cette statistique. Elle n'était pas tout à fait sûre des données. En tout cas, quand on parle de mobilité, on pense évidemment au développement de compétences. Un programme de mobilité interne qui est réussi, c'est un programme qui aligne en fait l'ensemble de l'organisation sur les compétences nécessaires aujourd'hui, mais aussi sur les compétences qui seront nécessaires demain. Et donc, en tant que vous soyez responsable du recrutement ou bien de la formation, c'est très important que vous puissiez participer à cette conversation. Donc, plus de 90% des collaborateurs aujourd'hui souhaitent bénéficier d'opportunités de formation. Ils souhaitent aussi que leurs managers les encouragent à apprendre. Et pourtant, la moitié d'entre eux se disent seulement encouragés, la moitié d'entre eux disent se sentir réellement encouragés à acquérir de nouvelles compétences. Et donc, le manque d'engagement, il peut facilement conduire à une baisse de la rétention. Et donc, les employés, ils estiment que lorsque leurs compétences ne sont pas mises à profit dans leur emploi, ils sont 10 fois plus susceptibles de chercher un nouvel emploi. Et vous connaissez certainement les conséquences que ça peut avoir de perdre des talents, notamment quand ils font partie des talents à haut potentiel. Et pour terminer sur la partie statistique, puisque vous en avez eu beaucoup dans le cadre de cette présentation, la transformation du monde du travail, elle est loin d'être terminée. Et d'ailleurs, si les changements se poursuivent à ce rythme,
on estime que les compétences, elles pourraient évoluer de 51 à 58% d'ici 2025. Et d'ailleurs, si on regarde entre 2021 et 2025, il est fort probable que 4 nouvelles compétences figureront parmi les principales compétences requises pour un emploi. Et donc, ça montre la vitesse à laquelle le monde du travail est en train d'évoluer et surtout l'importance pour les employés et de se former en continu et pour les entreprises de mettre à disposition justement des opportunités de développement auprès de leurs employés. Alors, comment développer la mobilité interne au sein de votre organisation? En fait, la mobilité interne, ça peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Pour moi, il s'agit surtout de savoir comment est-ce que vous renforcez, vous facilitez les mouvements au sein de votre organisation. Et donc, pour ça, il faut réellement faire travailler ensemble les équipes L&D et recrutement. Et la mobilité, ce n'est pas un concept très nouveau, d'ailleurs. Il y a quelques dizaines d'années, la mobilité interne, elle se faisait de manière très orchestrée dans de nombreuses organisations. Mais vous l'avez vu, la génération, en tout cas les nouvelles générations, en particulier la génération Z, eh bien, ils voient le travail très différemment. Ils ont tendance à changer très régulièrement d'entreprise et à être bien plus mobiles qu'auparavant. Et ça, c'est surtout parce qu'il y a une liberté de mouvement qui est plus grande qu'avant entre les emplois. Alors, comment est-ce qu'on développe cette mobilité interne? La première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi les gens partent. Comprendre les leviers d'attrition, c'est comprendre le marché, mon industrie, c'est identifier les compétences dont j'ai besoin pour les rôles sur lesquels j'ai des difficultés à recruter, c'est créer des programmes de développement de carrière, c'est développer les compétences de mes talents, c'est identifier les compétences dont je vais avoir besoin peut-être demain, celles que mes concurrents, d'autres acteurs développent, peut-être plus vite que moi. Et donc, comment est-ce qu'on développe cette mobilité interne? Eh bien, nous, chez LinkedIn, et pour beaucoup de nos clients, eh bien, on le fait à travers le développement de compétences en particulier, grâce à notre outil qui s'appelle LinkedIn Learning. LinkedIn Learning, c'est une vaste bibliothèque de cours, plus de 18 000 cours, qui sont produits par un réseau international d'experts, ces cours qu'on va produire grâce à l'ensemble des données qui transitent sur LinkedIn. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a des membres qui ajoutent des compétences sur leur profil, on a des entreprises, peut-être que c'est votre cas, qui vont poster des offres sur LinkedIn et qui vont renseigner un certain nombre de compétences nécessaires pour ce poste. Et donc, ces données-là, en plus évidemment d'études parallèles, elles vont nous aider à définir les compétences les plus populaires ou les compétences de demain. Et donc, on va être en capacité d'aller chercher les bons experts pour aller produire ces cours. Alors, une chose qui est très importante dans le développement de compétences, c'est la personnalisation. Puisqu'évidemment, chaque employé va avoir un rôle différent, un niveau de seniorité différent, donc peut-être travailler dans une industrie différente. Et donc, nous, chez LinkedIn, on souhaite proposer une approche personnalisée aux utilisateurs de la plateforme LinkedIn Learning, un peu à l'image d'un Spotify pour la musique ou d'un Netflix pour le divertissement. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'aller dans le détail de LinkedIn Learning, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire, mais c'est simplement de faire un zoom sur quelques-unes des fonctionnalités qui peuvent vous aider à favoriser la mobilité interne. La première, c'est qu'on souhaite réellement aider les employés à définir leur objectif de carrière. Aujourd'hui, un utilisateur qui va se connecter sur LinkedIn Learning, il a deux options. La première, c'est je souhaite évoluer dans mon rôle et donc je souhaite être un meilleur chef de projet, un meilleur commercial, un meilleur ingénieur, par exemple. La deuxième option, c'est de dire je souhaite évoluer, changer de rôle et donc je veux devenir manager ou je suis commercial et je veux devenir chef de projet ou data scientist demain, par exemple. Évidemment, en fonction de ces objectifs, eh bien, on va encore plus personnaliser l'expérience de l'employé, de vos employés, pour leur permettre d'accélérer leur carrière. On veut être sûr qu'ils puissent atteindre l'objectif qu'ils ont défini en apprenant les bonnes compétences qui vont leur permettre d'atteindre ce rôle. Et donc, c'est important pour les entreprises avec lesquelles on travaille d'offrir ces opportunités aux employés. Et c'est notamment pour ça qu'on a une bibliothèque de contenu qui est aussi large
que ça, c'est évidemment pour aussi permettre à des gens d'explorer peut-être de nouvelles compétences, de nouvelles appétences. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, en plus de la personnalisation des profils, de chaque profil sur LinkedIn Learning, eh bien, on a récemment mis en place ce qu'on appelle des guides métiers. Un guide métier, c'est une entreprise va définir que pour devenir chef de projet, il va falloir un certain nombre de compétences, va recommander un certain nombre de parcours d'apprentissage déjà disponibles sur la plateforme. Et donc, l'employé, l'apprenant, il va pouvoir accéder finalement à la fiche de poste, aux prérequis pour un rôle qui pourrait l'intéresser. La deuxième chose, c'est que nos apprenants, ils ont la capacité de s'auto-évaluer sur un certain nombre de compétences. Je prends l'exemple de la communication pour un rôle de chef de projet. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je ne suis pas très bon? Finalement, cette auto-évaluation, elle va me permettre d'identifier mes forces, mais aussi mes gaps en termes de compétences. Et ces gaps de compétences, eh bien, ils vont servir notre intelligence artificielle pour ensuite vous proposer le bon contenu. Et enfin, pour boucler la boucle, je dirais, eh bien, on veut montrer, on veut diffuser les offres de nos entreprises clientes dans l'espace de développement de compétences de leurs apprenants. Donc, si je travaille chez LinkedIn, eh bien, sur LinkedIn Learning Hub, je vais avoir l'ensemble des rôles disponibles chez LinkedIn au sein de ma plateforme d'apprentissage. Et évidemment, ces rôles, ils seront personnalisés par rapport à mes objectifs de carrière, par rapport à ma seniorité, par rapport à ce que j'aurais pu renseigner dans mon profil. Alors, je ne veux pas passer trop de temps sur LinkedIn Learning, mais je vais simplement clôturer cette présentation et laisser la place aux questions avec une citation de notre CEO, donc Ryan Roslansky, qui dit « Your next best employee is most likely your current employee ». Donc, votre prochain meilleur employé, c'est très probablement un de vos employés actuels. Et je trouve que ça résume très, très bien cette idée de mobilité interne, et ça explique pourquoi elle est très importante aujourd'hui, parce que si on repense un peu le fil de cette présentation, il y a effectivement beaucoup de concepts dont on a entendu parler dans les derniers mois, dans les dernières années, de grandes démissions, Great Resignation. Chez LinkedIn, on a appelé le Great Reshuffle, maintenant de Quiet Quitting, de désengagement. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on place les personnes, ces employés au centre de sa stratégie, et lorsqu'on leur permet de se développer et d'évoluer pour répondre à leurs besoins, à leurs envies de carrière, eh bien, ça permet parfois de répondre à certains de ces enjeux autour du recrutement. Et donc, c'est avec cette citation que je souhaitais clôturer et passer peut-être aux questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Antoine, merci Fabienne, merci Valérie. Il y avait une question de Marianne qui doit nous quitter sur le rapport des générations. C'est vrai que dans mon propos, je disais que les crises avaient certainement impacté le rapport au travail. Il est évident que l'évolution des générations marque également un changement profond dans le rapport au travail de celle-ci. Après, quand on s'intéresse à la définition même de la génération, c'est une quantité de population qui est née à une même époque et donc qui partage une même époque et qui, de fait, partage des traumatismes communs. Et par traumatisme, on entend également ces fameuses crises. Donc, l'un dans l'autre, tout est à peu près lié. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Il y avait une question sur l'accès aux formations LinkedIn. Donc, Virginia fait une réponse dans le chat. Est-ce que les accès aux formations sont-ils accessibles et gratuits pour tous? Alors visiblement, Marianne, elle est partie entre-temps. Alors effectivement, on a un certain nombre de formations qui sont gratuites, parfois à des périodes de l'année en fonction des grandes thématiques, quand on va voir le mois par exemple, du bien-être ou la santé mentale, etc. Notre équipe, elle met à disposition gratuitement un certain nombre de formations. Autrement, on peut y avoir accès en tant que, je dirais, individu, membre via un abonnement premium. Et enfin, au niveau d'une entreprise, là, il s'agit d'une solution, d'une plateforme payante. Donc, il y a différents moyens aujourd'hui d'accéder à LinkedIn Learning. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a Georges qui est en train de taper. Nous attendons la question de Georges. Quelle pression, s'il faut, il veut juste dire au revoir. Exactement. On ne vous met pas la pression, Georges. Prenez votre temps.
On espère en tout cas que cet échange vous a été utile, que ça vous a permis voilà, d'avoir des éléments de décryptage et d'analyse sur le monde de l'entreprise. On vous souhaite à tous une belle fin d'année qui est toujours chargée, on le sait, notamment pour les recruteurs. Côté Watt, on est évidemment à votre disposition pour vous accompagner sur les problématiques de marque employeur et de recrutement au sens large. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si nous n'avons pas déjà le plaisir de collaborer ensemble. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Et cette, savoir la question de Georges, qu'on n'a toujours pas... Il a eu peur, Georges. Donc, on vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain Watinar. Merci à tous. Bientôt. Merci tout le monde. Et pour précision, ce Watinar a été enregistré, donc la visio sera accessible si vous souhaitez la partager en interne, notamment auprès des équipes qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt.